Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons dans un premier temps faire la correction du questionnaire numéro 5, toujours pour notre module 114. Alors, donnez deux exemples de techniques de stéganographie utilisées par le passé. Par le passé, c'est-à-dire il y a très longtemps, peut-être dans l'Antiquité. Eh bien, une technique qui a été utilisée consistait à avoir un esclave à qui on lui rasait le crâne complètement. On écrivait sur sa tête le message qu'on voulait faire passer, puis on laissait pousser les cheveux, et puis le gars, il allait d'une ville à une autre, transmettre son message. Quand il arrivait chez le destinataire, on lui rasait la tête, et on pouvait lire le message. Ça, c'était une technique de stéganographie. Une autre technique de stéganographie, peut-être un peu moins ancienne, eh bien, dans un bouquin, lorsqu'on voulait faire passer un message, on faisait des minuscules points avec des aiguilles sous les lettres qui nous intéressaient. Si on voulait dire salut, on passait dans le texte du bouquin, et puis sous le premier S qu'on trouvait, on faisait un petit truc, un petit trou. Ensuite, sur le A qui venait après, un petit trou, ainsi de suite. Et il suffisait de prendre le bouquin, de bien le mettre au soleil pour voir où il y avait le trou, et puis ça nous permettait de cacher un message. Ça, c'était dans l'ancien temps. Maintenant, on a vu ensemble qu'on fait de la stéganographie avec des images. D'ailleurs, les gens qui ont fait les attentats du 11 septembre se seraient, dit-on, servis de la stéganographie pour envoyer des messages aux, aux fous là, qui ont balancé ces avions contre les tours. Donc cette technique aurait été utilisée, dit-on, pour ça. Voilà pour ces deux exemples. Ensuite, on vous dit coder le message suivant avec l'algorithme ROT13. Alors, il est pas mal cet algorithme. Oh, il est simple, hein. C'est pas pour faire de la cryptographie très forte, hein, ça. Si vous voulez vous protéger de votre petite sœur, que vous voulez pas qu'elle voie, ou de votre petit frère qui voie le message que vous avez écrit sur votre PC, vous pouvez utiliser du ROT13. Mais après, c'est quand même pas super costaud. Donc, ce salut poilu, il suffit simplement de décaler la lettre de 13. Par exemple, le A, il est en position 1. On le décasse de 13, il sera en position 14. Donc, le A deviendra, donc on va le compter, hein, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Il deviendra N. Le A deviendra un N, par exemple. Et quand on a le N, il suffit de faire de nouveau une rotation de 13. Donc on va refaire N, donc O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, et on retombe sur la lettre. Pourquoi? Parce qu'on a 26 lettres dans l'alphabet, donc 13 et 13, et on est retombé sur notre message de base. Voilà simplement comment on fait un codage avec une rotation de 13. Et en fait, l'algorithme, c'est quoi? C'est un algorithme qui décale les lettres. Et puis 13, c'est la clé. Mais la clé, on l'a intégrée directement dans l'algorithme. Et voilà, on a un système très, très simple pour faire du codage, du cryptage. Vous avez compris que c'est pas super costaud, hein, comme cryptage, c'est pas une très bonne idée. Ensuite, pour quelle raison, lorsqu'on efface un fichier sur une clé USB ou sur un disque, le fichier n'est pas véritablement effacé? Tout simplement parce que l'écriture sur un disque, par exemple un disque avec des plateaux physiques, hein, des disques magnétiques, on écrit les données dessus, et quand on dit qu'on efface, on a simplement un endroit, on appelle ça la table d'allocation, où il y a le nom du fichier, et puis un pointeur où sont les données sur le disque. Donc en fait, on n'efface pas les données du disque, mais on efface simplement ce pointeur. On dit au système, il n'y a plus de fichier. Mais en fait, le fichier, il est encore écrit sur le disque. C'est pour ça qu'on peut aller le récupérer. En fait, si on voulait vraiment détruire le fichier, on devrait écrire vraiment par-dessus. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parce que ça prend du temps, c'est aussi simple que ça. Alors vous avez
vous, comme exercice la semaine passée, installez un logiciel, un éraseur, hein, qui efface définitivement. Donc, qu'est-ce qui fait cet éraseur? Eh bien, non seulement il efface la référence du fichier, mais il va où le fichier a été écrit, sur le disque ou sur la clé USB, écrire de manière aléatoire quelque chose pour vraiment écraser, que ça disparaisse. Donc, il faut faire très attention avec ce genre de d'effacement traditionnel. Quand on efface en fait pas ce qu'il y a dans le disque. Ensuite, quel est l'algorithme de cryptage symétrique le plus utilisé? Nous, maintenant, c'est l'algorithme AES. Il y avait le DES auparavant, mais il est plus suffisamment costaud. Après, ils ont fait du DES3, mais ils ont trouvé des failles dedans, donc il n'est pas, il n'est plus utilisé. Et puis c'est le AES actuellement qui est utilisé. Citer d'autres autres algorithmes de cryptage symétrique, je vous ai dit aller voir sur internet, et ben voilà, vous faites quoi? Vous faites www.wikipedia.com ou org, et puis on va aller chercher algorithme et puis cryptage. Algorithme de cryptage, et puis liste d'algorithmes. Alors vous en avez toute une série, cryptographie symétrique. Ben voilà, le AES, c'est celui qu'on utilise. Le DES et le DES3, 3DES, oui, il passait 3 fois dans le DES pour le rendre plus costaud, mais qui n'est plus considéré comme quelque chose de bon. RC4, RC5, MISTI, liste complète des algorithmes de cryptographie symétrique, il y en a tout un paquet. On ne va pas aller plus loin que ça. En général, nous, on utilise le AES. Quand je dis on utilise, hein, les logiciels qui l'utilisent, qui utilisent des algorithmes de cryptage symétrique, utilisent par défaut un système AES. L'algorithme de cryptage symétrique a un gros inconvénient. Quel est-il? Eh bien, le gros inconvénient principal, c'est que l'algorithme, il doit utiliser une clé qui est la même pour crypter et décrypter. Et en fait, quand vous devez envoyer un message à quelqu'un, vous êtes par exemple à Porrentruy et vous envoyez un message à quelqu'un qui est à Sydney, vous cryptez avec votre clé, vous envoyez le message, mais il faut que le gars qui soit à Sydney, il ait la clé. Alors comment on fait pour envoyer la clé? On n'a pas tant de choix. Hein. Il faut se mettre d'accord sur une clé. Auparavant, il faut peut-être s'être rencontrés, on a pu se la transmettre. C'est chiant. Hein. Et auparavant, hein, quand il y avait la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, eh bien, il y avait des gens qui partaient avec des valises, hein, avec des menottes attachées au bras, attachées à la valise, et puis qui montaient dans l'avion, et puis qui faisaient Moscou-Washington ou bien Washington-Moscou pour aller amener ses clés. On n'avait pas le choix. Ça, c'est un gros désavantage. Il y a un autre désavantage. Je vais vous le montrer de cette manière. On va faire un petit fichier Excel. Et c'est comment? Voilà. Alors, admettons qu'il y a Jean qui veut communiquer avec Marie. Donc, entre Jean et Marie, on devra avoir une clé entre les deux. Donc, entre Jean et Marie, il y aura une clé. Admettons maintenant que je mette Pierre. Il faudra une clé entre Jean, une clé entre Pierre, une clé entre Jean et une clé entre Marie, une clé entre Marie et une clé entre Pierre, si tous les trois
veulent avoir des systèmes sécurisés lorsqu'ils s'envoient leurs informations. Donc, entre deux personnes, il faut une clé. Entre deux personnes, il faut une clé. Entre trois personnes, il faut trois clés. Entre quatre personnes, donc on va mettre Luc ici. Donc, Pierre, il aura une clé pour discuter avec Jean, une avec Marie, une avec Luc. Donc, il faudra déjà 3. Ensuite, Jean, il faudra encore qu'il en ait une avec Luc et avec Marie. Ça fait 5. Et puis Luc avec Marie, ça fait 6. Ah, donc 4 personnes, 6 clés. On continue. On met une 5e personne. Eh ben, pauvre petit, hein, si je mets encore Roger, bah, il faudra déjà les 6 clés qu'il y avait entre ici, plus 1, 2, 3, 4 ici, 10. Ça commence à faire beaucoup, hein. Et je continue, s'il y a une 6e personne qui vient, on aura 10 plus 5, 15, etc. etc. Donc imaginez, ici, le nombre de clés qu'il faudra si on a 100 personnes. Ça devient affreux. Donc on a dans cette... si on utilise des algorithmes symétriques, si on veut que chacun puisse discuter avec quelqu'un de manière sécurisée, un nombre de clés à gérer qui devient infernal. Ça, c'est un autre désavantage de l'algorithme symétrique. Le nombre de clés est malheureusement énorme. Voilà, donc on va reprendre notre... J'ai tout fermé. Non, voilà. Mais le gros inconvénient, c'est vraiment que les clés à transférer, c'est très difficile de les transférer, c'est un problème, le transfert des clés. Le deuxième inconvénient, le nombre de clés, est peut-être moins embêtant, mais il est quand même existant, je souhaitais à le souligner. Ensuite, et pour terminer, est-il possible de mélanger les deux techniques, le cryptage symétrique et la stéganographie? C'est-à-dire de crypter un message et ensuite de cacher le résultat dans un fichier image, par exemple. Mais bien sûr, vous pouvez même d'abord le stéganographier puis ensuite le crypter ou vice-versa. Finalement, le cryptage symétrique, c'est quoi? C'est avoir un coffre-fort puis une clé. Et ce que vous voulez cacher, vous l'enfermez dans votre coffre-fort avec cette clé. Il n'y a que la personne qui a la clé qui pourra ouvrir le coffre-fort et puis et puis lire ce qu'il y a dedans. La stéganographie, c'est quoi? La stéganographie, c'est enterrer quelque chose dans son jardin. Donc, grosso modo, si on résume, si vous avez un lingot d'or, vous voulez le protéger par cryptographie, vous l'enfermez dans un coffre-fort. Vous voulez le protéger par stéganographie, vous l'enterrez dans votre jardin. Et vous pouvez faire les deux. Vous pouvez mettre vos lingots d'or dans un coffre-fort et ensuite l'enterrer dans votre jardin. Il n'y a pas de problème, on peut faire les deux. C'est tout à fait possible et d'ailleurs les logiciels que vous avez utilisés pour faire les essais permettent de faire ceci. Voilà, mesdames, messieurs, pour cette partie de correction. Je reviens un tout petit moment à l'algorithme de cryptage symétrique qui a un gros inconvénient, on l'a dit, le transfert de la clé et le nombre de clés si on a beaucoup de monde. Par contre, il a un avantage, l'algorithme symétrique, par rapport à celui qu'on va voir qui est asymétrique. On n'a pas besoin d'avoir des clés hyper grandes en termes de taille. Avec 256 bits de clés, vous avez quelque chose d'inviolable, on va dire. Donc on n'a pas besoin de trop grandes clés, parce que l'algorithme symétrique, il est très bon. Et puis surtout, le temps, quand on a la clé, hein, pour crypter ou décrypter, il est relativement court. Ce ne sont pas des algorithmes qui demandent des puissances de calcul monstres. Comparé à l'algorithme asymétrique que l'on verra plus tard, eh bien, ils sont beaucoup plus efficaces. Ils demandent moins de puissance de calcul, ils demandent
des ordinateurs assez simples. Il n'y a pas besoin d'une puissance de calcul monstre. Un ordinateur traditionnel pour faire du cryptage, décryptage symétrique, ça va très très bien, sans que sans qu'on remette en cause la qualité de l'algorithme. Hein. C'est pas parce qu'on peut crypter et décrypter très rapidement quand on a la clé qu'on a un mauvais algorithme. Voilà pour ceci. Et puis, pour terminer, je dirais ceci. Lorsque vous avez l'algorithme le plus connu, hein, le AES, il y a ceci qui est intéressant. Cet algorithme AES, il est très connu. Il va très vite pour crypter et décrypter. On a le problème de transfert des clés, ça on l'a compris. Mais par contre, vous pensez bien qu'il y a beaucoup de spécialistes en cryptographie qui ont essayé de le casser, qui ont essayé de trouver des failles, qui ont essayé de trouver des problèmes. Il y a plein d'universitaires qui ont fait des essais dessus, qui ont tenté de l'attaquer. Et pour l'instant, cet algorithme de cryptage symétrique a finalement toujours montré qu'il était costaud. Et un avantage d'avoir un algorithme qui est public, connu, que tout le monde connaît, c'est qu'il est attaqué de toutes parts. Et puis, s'il y a une faille, on la trouvera. Mais tant qu'il n'y a aucune faille qui a été trouvée, ça démontre que ces algorithmes sont costauds. Donc, on n'utilise jamais un petit algorithme qu'on s'est fait dans son coin, parce que celui-là n'est pas attaqué, et puis s'il y a une faille, on ne le saura pas. On utilise des algorithmes qui sont publics, comme le AES, qui sont connus, qui sont attaqués, testés, etc. Et depuis le temps qu'on les attaque puis qu'on les teste, bien, s'il y avait une faille, on l'aurait certainement déjà trouvée. En tout cas, pour l'instant, s'il y en a une, personne ne l'a trouvée. Ce qui n'était pas le cas de l'algorithme DES, où on a trouvé une faille. Après, on a fait du triple DES, hein, on cryptait 3 fois pour contourner un peu cette faille, mais maintenant on estime qu'il n'est plus assez solide. Tout comme quand on a fait du hachage avec notre système MD5, on a trouvé que assez facilement maintenant qu'on pouvait trouver des collisions avec du MD5, donc que pour stocker des mots de passe, on n'utilisait plus du MD5, mais on utilisait une fonction de hachage de SHA. Voilà, j'en ai terminé pour cette correction. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de l'algorithme asymétrique. À tout à l'heure.